le Maroc est dans une position plutôt délicate. Alors que la majorité des Marocains soutiennent fortement les Palestiniens, le gouvernement ne prend pas vraiment position. En fait, le Maroc et d'autres pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, juste après que les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Depuis, Israël et le Maroc coopèrent officiellement sur les plans militaires, sécuritaires et économiques. L'Algérie préfère acheter les armes. En plus, le Maroc compte la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, plus de 3000 personnes, et 700 000 Israéliens sont d'origine marocaine. Aujourd'hui, c'est donc peu probable que Rabat se positionne contre l'État hébreu. Le Maroc espère une issue où deux États pourraient vivre en paix. Malgré ce lien culturel, une grande partie de la population s'oppose au rapprochement avec Israël et soutient les Palestiniens. Le journal Africa Intelligence parle notamment de vente de drones d'attaque au Maroc de la part d'Israël. Est-ce que votre voisin n'est pas désormais supérieur militairement, notamment depuis qu'il peut compter sur le soutien d'Israël? Je pense que c'est le calcul qui est fait du côté de Rabat, malheureusement. Mais il y a beaucoup de calculs erronés et c'est sous-estimé l'Algérie, le peuple algérien, l'histoire de l'Algérie, que de croire que de telles gesticulations pourraient nous impressionner, encore moins nous intimider. Tous les ans, devant le palais royal de Rabat, le rituel est immuable. Les dignitaires du royaume prêtent allégeance à leur souverain lors de la cérémonie de la Baïa. Quand le roi sort, tout le monde se prosterne. Et une foule immense sur une esplanade du palais royal, en disant ça comme ça. Puis il y a le chambellan qui dit votre seigneur, il est là. Votre seigneur, il vous dit. Mais c'est incroyable. Et on est au XXIe siècle. L'Algérie était, est et restera la seule, l'unique locomotive mondiale de la défense du droit palestinien des peuples opprimés à travers le monde. C'est clair, net et précis. Il y a un refus catégorique du président de la République de négocier, marchander, échanger, ou bien encore pire, vendre la cause palestinienne. 31. Alors maman, ça tourne l'usine. La folie Roger. 5, 5, 5, 5, arrive chez ta hein, là, ça marche, ça marche. 10. Un refus catégorique. La cause palestinienne est ancrée dans l'ADN de l'Algérie. La cause palestinienne fait partie de l'ADN de l'histoire de l'Algérie. Que l'on donne le mandat de représentation arabo-islamique à l'Algérie, de un, c'est un honneur, mais je pense aussi que c'est surtout un devoir. Un devoir par rapport à l'histoire de l'Algérie, pour l'indépendance qu'elle a eue, un devoir par rapport aux 1,5 million de chouhada qui sont morts pendant la Révolution, et pour les plus de 5 millions de martyrs pendant la colonisation. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal? Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! C'est ce discours de vérité et de complexité que j'ai toujours tenu et que je tiens aujourd'hui. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis. Sommes-nous aujourd'hui condamnés à vivre à jamais dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays? Il est temps de clôturer ce deuil. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience
musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats. Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Ils sont complètement fumés, quoi. Parce que le sionisme, c'est ça. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vous êtes juif? Hello, Joe. This is pure anti-Semitism. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, il y a des tas de raisons où il est important de mentir. Nous avons la parole pour mentir. Ça c'est certain qu'on ne change pas le monde avec une mentalité pareille. Je l'emmerde, le monde. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie. On peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. Et on va parler cette semaine de réinsertion des délinquants. Et il y a un délinquant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Nicolas S. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Mais faites-moi confiance, c'est un vrai délinquant, hein. C'est vraiment un multirécidiviste. J'ai même été examiné pour un prétendu trafic de drogue. Enfin. Bon, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, vous voyez le truc. La drogue avec Saint-Domingue. La drogue avec Saint-Domingue. Peu importe. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Faut les aider. Ça va pas être possible, ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Monsieur. Non. Ce n'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. Sécurité. Donc l'Algérie est à sa place en représentant de ce peuple opprimé qui est le peuple palestinien. Et la ligne rouge pour le président de la République et pour tout son gouvernement, c'est la cause palestinienne. Et jamais l'Algérie n'abandonnera la Palestine. Jamais. Bien sûr, parce que d'abord, la Palestine, c'est plus de 80 ans en vérité, si on prend le démarrage de la colonisation, de barbarie coloniale. Ensuite et surtout parce qu'on parle d'une colonisation de peuplement comme l'Algérie l'a subi. On parle de massacre de masse dès le départ. On se souvient, alors beaucoup de gens ignorent l'histoire d'Azdin El-Qassam. C'était un professeur syrien qui a combattu parce qu'il a senti la colonisation arriver, il a senti que les sionistes européens, donc les Européens, il faut arrêter d'appeler des Juifs, les Européens, sont venus sur une terre qui n'était pas la leur. Et ça rappelle par beaucoup d'abord ce qui s'est passé en Algérie avec d'autres Européens qui étaient venus d'un peu partout d'Espagne ou de je ne sais où, pour faire du peuplement en Algérie, parce que les Français ne voulaient pas y aller. Et donc effectivement, cette cause est sacrée dans la mesure où d'abord, on se souvient que l'Algérie a dit à la fin de la Révolution, nous ne serons entièrement libérés que lorsque la Palestine sera libérée. Ça, c'est un terme révolutionnaire qui est resté. Ensuite et surtout parce qu'on sait que l'Occident, lorsqu'elle va massacrer, elle va dans des proportions, et ça a été dit à l'instant, dans des proportions abyssales. On parle de 5 à 6 millions d'Algériens tués durant 132 ans. Il faut se rappeler que quand les Français rentrent, parce qu'ils reviennent sur les chiffres, hein, ils assassinent 1 million d'Algériens dès le démarrage. Dès 1830, on démarre par un massacre de masse où on déporte les populations dans le haut plateau. Déportation qu'on observe aussi en Palestine en 1948. Donc tous ces éléments font que l'Algérie, effectivement, sait ce qu'est la bête coloniale, ce qu'est l'Occident lorsqu'il sort de ses frontières pour massacrer et pour surtout s'implanter au niveau des populations européennes, et sait que la cause palestinienne ne peut pas être abandonnée ni bradée. C'est la misère noire avec les colons. La plupart des pays qui ont signé les accords de la honte, il ne faut plus appeler ça la normalisation, les accords de la honte, parce qu'il n'y a pas de normalisation. On ne fait pas d'accord de normalisation, entre guillemets, donc des rapports normaux, avec un État génocidaire, avec un État raciste et fasciste dirigé par un fasciste revendiqué. Donc l'Algérie refuse cela et elle a raison. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que les pays arabes qui ont accepté de signer des accords, pourquoi? Pour de l'argent, pour quelques dollars, pour sortir d'un État sous terroriste, marchander, négocier, ou vendre la cause palestinienne. Vendre la cause palestinienne, et pire encore, comme le Soudan, accepter de sortir du stade de terrorisme pour faire plaisir aux Américains. Eh bien, tous ces éléments-là sont constitutifs d'une lâcheté généralisée. Et moi, je m'enorgueillis de penser qu'en 77-78, lorsque l'Égypte, qui va marchander son territoire, le Sinaï, finit par signer un accord
honteux avec Israël, au moins elle le fait pour une raison, c'est pour récupérer le Sinaï. Alors que les autres États arabes ont été plus loin. Il n'y a aucune raison de composer avec les sionistes. Je parle évidemment, je ne vais pas donner la liste, vous les connaissez. Ces pays ont juste baissé l'honneur, baissé leur fierté et trahi leur propre population qui est pro-palestinienne. Donc je pense qu'effectivement l'Algérie, là-dessus, a une position qui est propre et nette. Voilà les petits loups, écoutez ça. C'est inédit pour le Premier ministre israélien. En pleine guerre sur plusieurs fronts, au Liban, à Gaza, Benjamin Netanyahou s'en prend directement à l'armée et aux services de sécurité d'Israël. Dans une vidéo de 9 minutes publiée sur ses réseaux sociaux, il déclare que lui, et par la même occasion Israël, ont été trahis par ces instances. Il les accuse d'avoir dissimulé des informations sur la stratégie du Hamas et d'en avoir divulgué d'autres, mettant en danger la sécurité du pays. Une contre-attaque pour défendre l'un de ses proches collaborateurs, Eli Feldstein, accusé d'avoir diffusé des documents confidentiels dans le but d'atténuer la pression publique et les critiques à l'encontre du Premier ministre israélien après l'assassinat de 6 otages par le Hamas fin août. Ce à quoi nous assistons, c'est à une guerre civile des mots. Le Premier ministre n'a pas de milice privée, mais nous assistons à une guerre ouverte, à une semi-guerre entre le gouvernement et les agences de sécurité de l'État. Un Benjamin Netanyahou sous pression entre inculpation pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale et attaque dans son propre pays. Je dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Netanyahou, il va nous mettre dedans. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Oui, c'est pas faux. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Comment? On vous a pas annoncé ma visite? Non. Ils ont rien dit? Non. Cette réunion, vous n'étiez pas présent? Non. Eh bien, c'est là qu'ils ont changé les plans. Ils ont changé les plans. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. À Tel Aviv, les familles des otages toujours détenus à Gaza sont plus que jamais en colère. Nous ne faisons pas confiance à Netanyahou. J'ai l'impression que mon gouvernement me trahit. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. Where 70% of the death toll is being paid by children and women. 70% of the casualties are children or women. In Lebanon, 100,000 houses destroyed. In Gaza, 2 million people from one side to the other of the strip. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. This is something that you cannot explain the suffering of the people. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou devrait considérablement restreindre sa capacité à voyager dans le monde. Mais en Israël aussi, Netanyahou subit d'importantes pressions juridiques. L'un de ses plus proches collaborateurs a été inculpé jeudi dans le cadre de l'affaire des fuites, aussi connue sous le nom de Bibi Leaks. Que le Premier ministre est accusé formellement depuis mai 2020 de corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires, des faits qu'il a toujours niés. Vous savez comment cela finira. Rien n'arrivera car il n'y a rien et il n'y a jamais rien eu. Le procès a été reporté une première fois à cause de la pandémie de Covid-19 et plus récemment en raison de la guerre menée contre le Hamas à Gaza et au Liban. Mais malgré tous ces efforts déployés pour retarder sa comparution, il devrait témoigner devant les tribunaux le 2 décembre.
C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre en exercice est amené à comparaître devant un tribunal. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Alors, si les relations semblent se réchauffer avec Paris sur une phase ascendante, dites-vous, ce n'est pas le cas avec Rabat, votre voisin, depuis la rupture diplomatique il y a 6 mois maintenant. Certains craignent même qu'on se dirige vers une guerre. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Je pense que les relations avec le Maroc voisin ne se sont pas dégradées juste à la faveur de la décision de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques. La rupture des relations diplomatiques a été le couronnement d'un processus de dégradation de cette relation avec la partie marocaine menant une véritable guerre de 4e génération à la nation algérienne. Je ne rentrerai pas dans le détail, le temps qui nous est imparti est en cours. Et donc, une explosion était là. Nul ne pouvait la stopper face à la dégradation de cette situation. Et dans sa sagesse, l'Algérie a opté pour la rupture des relations diplomatiques, ce qui est un acte civilisé et qui se retrouve dans les pratiques de toutes les nations du monde. Et donc, nous vivons sans relations diplomatiques. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est déjà arrivé à l'initiative de la partie française, de la partie marocaine dans le passé, et à l'initiative de la partie algérienne cette fois-ci. Il y a des problèmes dans la région. Et la solution à ces problèmes ne réside pas dans la fuite en avant, telle que celle qui consiste à inviter des dirigeants israéliens qui viennent à nos frontières menacer l'Algérie à partir du territoire marocain, ou celle qui consiste à développer des slogans qui n'ont rien à voir avec la réalité, et à faire assumer cela par un appareil de propagande qui ne recule devant aucune calomnie. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer. Et donc cette situation-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais rassurez-vous, l'Algérie ne fera la guerre qu'en légitime défense. L'Algérie a trop connu les affres de la guerre coloniale, justement, pour souhaiter s'engager dans une confrontation armée avec un pays voisin. Il faut se demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n'ayant rien à voir avec la région nord-africaine ne sont pas ceux qui parient sur le pire. Alors, justement, de ce que vous voyez côté marocain, est-ce que vous avez l'impression que le Maroc, lui, a envie, peut-être, de faire la guerre? Écoutez, je ne suis pas là pour détecter les intentions ou pour analyser des propos, des manipulations. Non, on parle de préparation militaire ou de choses comme ça. Je constate seulement qu'il y a cette escalade de la part des autorités marocaines. C'est une réalité. Des importations massives d'armement, des alliances militaires d'un type nouveau. Voilà ce qu'est la réalité, malheureusement, à nos frontières nationales. Shalom, bonjour, je suis en direct de l'aéroport de Marrakech pour accueillir nos frères et sœurs israéliens. Ils sont là, le premier avion israélien Israël a posé sur le sol marocain aujourd'hui. Un moment historique, un moment inoubliable, c'est un rêve qui se réalise pour des millions de Marocains. Juifs et musulmans, nous attendions ce moment depuis des années, nous attendions cet événement depuis des années, rassembler la famille marocaine de Tanger Al Ghouera. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement de paix, à cet élan de paix, et surtout merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Oh là là, relou la go. L'Algérie allait être demain un très très grand pays, L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer. Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui ait jamais existé. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger. Quand des gens tombent,
en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. This is pure anti-Semitism. Arrête la drogue. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis. Il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment civilisé que de garder dans des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées. Cela pouvait s'expliquer à l'époque de la montée du colonialisme, mais pas à l'ère des indépendances et de la souveraineté des peuples. Donc plus vite nous réglons en fait tout ce qui est l'héritage de la guerre de libération nationale par rapport à l'État français, mieux cela ira dans la manière de cohabiter, de coexister et de développer un partenariat mutuellement avantageux. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Même s'ils sont considérés comme des objets scientifiques, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer les crânes des Algériens, et pour cause. Ils se trouvent dans une autre salle, dans une armoire métallique fermée. C'est ici qu'on a mis tous les crânes algériens, puisque considérant que, étant donné l'enjeu et la polémique en cours, en fait, on les a retirés de la vision du public. Sur ces milliers de crânes, seuls 500 sont identifiés. Parmi eux, 36 Algériens, dont des chefs rebelles tués puis décapités par le corps expéditionnaire français au milieu du 19e siècle. Conservés par des collectionneurs, ils ont ensuite été cédés au Musée de l'Homme en 1880. Et ces crânes, les voici. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouziane, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942, Mokhtar El-Titraoui, crâne numéro 5944. Vous savez que nous avons une histoire commune. Nous étions tous colonisés, pillés par les puissances occidentales pendant notre cours d'histoire. Et que nous avons tous aussi su lutter contre l'impérialisme et le colonialisme. Et nous avons su défendre notre indépendance. Donc nous avons ce passé commun et cet ADN commun de l'indépendance et de l'importance de cette indépendance. On voit à quel point la Chine est en train de prendre pied en Afrique au détriment de la France. Est-ce que selon vous, c'est le cours normal de l'histoire? C'est pas notre faute. L'influence de la Chine augmente en Afrique. C'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons été les pays africains à construire leur infrastructure. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je m'en fous. N'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. De fait, là où la Chine avance, là où la Russie avance avec Wagner, souvent maintenant, la France recule. Mais pourquoi la France recule? La France peut avancer. Pourquoi reculer? Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Faut les aider. Monsieur, non. Ce n'est pas possible. Nous allons créer un partenariat qu'on appelle aujourd'hui partenaire stratégique global. La science jusqu'à l'industrie, du transport jusqu'à l'énergie, de anticorruption jusqu'à la justice. Nous avons beaucoup de points communs sur lesquels on va travailler ensemble. Vive l'Algérie! 1 ноября в Алжире отмечается национальный праздник, День революции. Я напомню, в этот день, в 1954 году, началось
вооруженное движение, вооруженная борьба алжирского народа за независимость, она завершилась в 1962 году. Подписание Вианских соглашений о прекращении огня, а затем и провозглашением независимой Алжирской Народной Демократической Республики. И таким образом был положен конец 132-летней истории французской колонизации Алжира. Жертвами 8-летней кровопролитной освободительной войны стали 1,5 миллиона алжирцев. Сегодня Алжир – это признанный региональный лидер, который энергично участвует в работе Африканского союза, Лиги арабских государств, других многосторонних объединений, внося существенный вклад в развитие африканского континента и обеспечение его стабильности и безопасности. Алжир является одним из ключевых партнеров нашей страны. Наглядным примером, чему служит подписанная в июне прошлого года декларация об углубленном стратегическом партнерстве между нашими странами. Мы ценим наши добрые отношения с этой страной. Поддерживается активный политический диалог, развивается многоплановое взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, культурной, гуманитарной, иных сферах. И в связи с предстоящей 70-й годовщиной революции хотели бы пожелать нашим алжирским друзьям мира, благополучия и процветания. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Ah mais ils sont bien gentils avec leur pot de pâte à tartiner là, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé dedans, hein. Parce qu'on entend parler que de ça, que de ça, que de ça. J'ai réussi à en avoir, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer, hein, d'accord? Regardez bien. Alors de base, ça sent hyper bon. On est d'accord, tout le monde? T'as l'impression de sentir la noisette un peu grillée. Regardez bien ce qu'il y a dedans. Regardez. Je sais pas si tu vois, regarde, je vais te montrer. Ah mais vraiment. Regarde. Tu le vois là? Regarde bien. Attends. Ah ben en fait dedans, il y a une pâte à tartiner mon gars. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Elle me mord bien. L'Occident a dominé le monde. Nous l'avons dominé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est fini. Et ces pays, au fond, nous disent, eh bien, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus les maîtres du monde. Nous comptons. Nous avons aussi notre vision du monde. Donc, c'est la fin du moment occidental. Discours typiquement antisémite, voilà. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK! N'est-ce pas? Ça a plu au plateau là. En yiddish on dit Lachen mit Treren. Hein. Oui, c'est l'humour juif dans toute sa splendeur. Il y a un quartier émite à Tel Aviv, on les voit, et c'est vrai qu'ils ont cette folie-là en eux, et là elle s'exprime très bien. Ouais. Alors c'est parfois bien un peu de sourire dans toute cette monstruosité. C'est de la vraie communication. Ah oui. C'est exactement ce que font les Ukrainiens. This is Israel, oui. Donc bravo, voilà, les moments sont graves, et là on est des moments de vie. Ouais. Voilà, des moments de vie et d'humour également. Et donc c'est de la communication moderne, la politesse, du désespoir. Mais voilà, il y a de l'espoir, il y a des gens qui dansent, qui paraissent heureux au moins un moment, et donc c'est pas mal fait. Et puis je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France. Mon pays, l'Algérie. Voilà. J'ai lu des articles de la presse algérienne qui disaient on ne désire pas le retour d'Enrico Macias parce que il soutient Israël. Bon, évidemment, l'hypocrisie, c'est de dire ah non, c'est pas contre le juif qu'on en a.
C'est parce qu'il soutient Israël. Mais il y a beaucoup de Juifs qui sont retournés en Algérie. Beaucoup de Juifs sont retournés en Algérie, bien sûr. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Ah mais ils sont bien gentils avec leur pot de pâte à tartiner, là, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé dedans, hein. Parce qu'on entend parler que de ça, que de ça, que de ça. J'ai réussi à en avoir, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer, hein, d'accord? Regardez bien. Alors de base, ça sent hyper bon. On est d'accord, tout le monde? T'as l'impression de sentir la noisette un peu grillée. Regardez bien ce qu'il y a dedans. Regardez. Je sais pas si tu vois, regarde, je vais te montrer. Ah mais vraiment. Regarde. Tu le vois là? Regarde bien. Attends. Ah ben en fait dedans, il y a une pâte à tartiner mon gars. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Elle mord bien. L'Occident a dominé le monde. Nous l'avons dominé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est fini. Et ces pays, au fond, nous disent, eh bien, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus les maîtres du monde. Nous comptons. Nous avons aussi notre vision du monde. Donc, c'est la fin du moment occidental. Discours typiquement antisémite, voilà. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK! N'est-ce pas? C'est à plus haut plateau, là. En yiddish, on dit Lachen mit Treren. Hein. Oui, c'est ça. C'est l'humour juif dans toute sa splendeur. Il y a un quartier émite à Tel Aviv, on les voit, et c'est vrai qu'ils ont cette folie-là en eux, et là, elle s'exprime très bien. Ouais. Alors c'est parfois bien un peu de sourire dans toute cette monstruosité. C'est de la vraie communication. Ah oui. C'est exactement ce que font les Ukrainiens. This is Israel, oui. Donc bravo, voilà, les moments sont graves, et là on est des moments de vie. Ouais. Voilà, des moments de vie et d'humour également. Et donc c'est de la communication moderne, la politesse, c'est du TikTok. Désespoir. Mais voilà, il y a de l'espoir, il y a des gens qui dansent, qui paraissent heureux au moins un moment. Et donc c'est pas mal fait. Et puis plus. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Oui. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France, mon pays, l'Algérie. Oui. Voilà. J'ai lu des articles de la presse algérienne qui disaient on ne désire pas le retour d'Enrico Macias parce que il soutient Israël. Bon, évidemment, l'hypocrisie, c'est de dire ah non, c'est pas contre le juif qu'on en a. C'est parce qu'il soutient Israël. Mais il y a beaucoup de juifs qui sont retournés en Algérie. Beaucoup de juifs sont retournés en Algérie, bien sûr. Je mens tous les jours. Nous mentons tous les jours. Israël a parfaitement connaissance d'une information comme quoi il fait état de la présence de civils dans une zone définie, sur laquelle il va y avoir un bombardement, et malgré cette information, Israël prend la décision de bombarder quand même. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. C'est-à-dire qu'Israël prend la décision consciente, avec cette information en tête, de bombarder des civils, au mépris du droit international humanitaire. Il faut les dégommer. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Israël est une armée morale. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Ce qui prouve que Israël est une armée morale. Ici comme partout aux États-Unis, les étudiants se mobilisent pour réclamer la fin de la guerre à Gaza. Il faut les dégommer, ces gens-là.
Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions. Tous des frères, nous n'aimons pas la guerre. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Ce sont des hommes qui sont capables de tout, parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et surtout pour montrer notre solidarité avec les Juifs. Attendez. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Quand on va au Maroc, on est très bien reçu. Je veux dire, ça n'est pas un pays comme son pays voisin qui est basé sur le ressentiment contre la France. C'est pas la même histoire non plus. Enfin bon. Raison pourquoi d'ailleurs ce pays s'en sort mieux. Je mens tous les jours. Nous mentons tous les jours. Vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État. Ils sont dangereux ces cons. Oui, c'est pas des amateurs. C'est-à-dire qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron était totalement soumis à l'Algérie et en échange, nous n'avons eu que des insultes. À un moment donné, il y en a marre que l'on se fasse marcher sur les pieds. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, on ne remet pas en cause l'accord franco-algérien de 1968. Et là, j'espère vraiment que les liens historiques entre la France et le Maroc vont être consolidés. Parce que quand le Maroc, au moment des séismes, a refusé notre aide, moi, je l'ai très mal vécu d'un point de vue personnel. Il faut arrêter avec la rente mémorielle. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français. Pourquoi voulez-vous que les Algériens soient moins fanatisés contre Israël que la France insoumise? C'est des malades. تكره الفرنساويين في الجزائر. ده ما كان. Parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. C'est surtout les médias français qui sont à la traîne pour reconnaître les bienfaits du régime marocain quand on le compare, par exemple, avec le régime algérien. Là, pour l'instant, les Français, quand même, font un peu d'efforts, quand même. Ce sont les médias. Je veux dire, il est quand même curieux qu'on fasse tout un truc sur le peuple sahraoui, mais il n'était pas question de parler du peuple kabyle algérien, Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Alors aujourd'hui a eu lieu un match de l'équipe d'Algérie, historique non seulement pour le nouveau stade de Tizi Ouzou, je vous conseille d'aller voir, c'est quelque chose, Allah Ibarak, une victoire à la clé, mais aussi un événement qui va faire beaucoup grincer des dents, surtout de ces deux-là, Farhat Mehani et Mohamed VI. D'ailleurs, on les voit, lettre du président du PMU de Farhat Mehani à Mohamed VI. Parce que le Makhzen joue la carte et essaie de faire croire qu'il y aurait un problème dans la région de Kabylie, dont une des grandes villes, ou peut-être la plus grande ville, est Tizi Ouzou. On va en parler après. D'ailleurs, régulièrement, l'ambassadeur
Omar Hillel du Maroc à l'ONU nous parle, la dernière fois c'était en mai 2024, il y a un peuple dans votre pays, le peuple kabyle, qui attend son autodétermination. Alors, la Kabylie, comme toute l'Algérie, a rendu la réponse de l'autodétermination en 1962 déjà. Nous sommes tous algériens, ça aussi c'est une réponse aux séparatistes, aux régionalistes, à toutes sortes de istes qui s'attaquent à l'unité nationale algérienne. Peu importe. Tizi Ouzou, stade Hussein Ahmed Allah yarhamou. Aujourd'hui, voilà la réponse des Algériens. Le stade, il est magnifique, non? Hein? Il est magnifique, le stade. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Le peuple algérien est un peuple mais vraiment extraordinaire. On a fait 28 pays dans le monde. Ouais. Ça reste un des plus beaux pays qu'on a vu en termes de paysage, en termes d'accueil. Les gens sont très chaleureux. En tout cas, n'hésitez pas à aller en Algérie parce que franchement, vous avez des paysages à couper le souffle. Vous passez de la montagne au désert, aux dunes, aux roches, aux plaines, à la mer dans très peu de temps. Enfin, très peu de temps, mis à part le sud-sud où il faut quand même y aller, mais ça se mérite. Ça se mérite. Ça se mérite, mais c'est une expérience géniale. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. L'Algérie est un pays jeune, avec une société vibrante, et aussi un passé héroïque qui inspire l'admiration bien au-delà de vos frontières. Moi-même, je viens de l'autre rive de la Méditerranée, cet espace commun que nous devons célébrer dans sa diversité et dans les opportunités d'investissement, de commerce et d'intégration économique qu'il nous offre. J'ai vraiment hâte de visiter votre pays, de découvrir ses traditions et de m'imprégner de ses lieux emblématiques. Assalamu alaikum. Je suis Viero Mellado, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Je suis très content de prendre fonction dans votre beau pays. Ma mission est de renforcer les liens déjà intenses entre l'Algérie et l'Europe. L'Union européenne est un ensemble de 27 États souverains. Et c'est aussi en tant qu'Union que nous collaborons avec l'Algérie. Je m'engage à travailler pour que cette relation soit un modèle de coopération. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Ça, c'est le mien. Un fusil, calibre 22. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Elle a 8 ans. Ici, les armes sont presque des membres de la famille. Voici Wednesday. C'est moi qui ai choisi son nom car elle n'en avait pas encore. Wesh! Le fusil d'assaut de son père, une arme de guerre que Kamala Harris souhaite interdire. Il est plus bruyant que l'autre. Et tu ne penses pas qu'il fait plus de dégâts? Je l'espère. Je l'espère. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Dans le cas du Maghreb, oui, c'est un alignement qui est dangereux. Ce rapprochement, ces accords qui sont conclus maintenant entre le Maroc et Israël, c'est pas nouveau évidemment. On a des livres et aussi des révélations même du côté israélien qui ont indiqué que le flirt, l'histoire d'amour entre le régime marocain et le régime sioniste
c'est très vieux, puisque Hassan II a fait appel, a été aidé par les Israéliens pour kidnapper et assassiner l'opposant Ben Barka en 65. Non, c'est... Le fait est que cette recomposition a permis à Israël un repositionnement actuel, et ce repositionnement, ils le font à travers le Maroc. Et on sait comment Israël a géré les relations internationales, c'est beaucoup d'agressivité, c'est maintenir sa domination, c'est écraser, c'est y compris au niveau de ce que l'on peut appeler ses partenaires de l'espace occidental. Et donc ces déclarations hostiles, vous prenez l'espionnage de Pegasus avec une technologie israélienne, vous prenez l'ensemble de ces éléments, font qu'ils deviennent, ils acceptent d'être une plateforme de déstabilisation vis-à-vis de l'Algérie. Ils jouent le jeu des recompositions parce qu'ils le font historiquement depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de continuité dans le cynisme. Et ce qui est extrêmement plus grave, ils introduisent une puissance qui vient avec une vision que l'on connaît en Afrique pour assurer une domination. Donc Israël est là avec un repositionnement à travers le Maroc. Et puis pour maintenir en Afrique cette hiérarchisation. Alors ils viennent bousculer un ordre établi puisqu'il y avait déjà d'autres puissances, notamment la France. Et donc c'est des actes extrêmement graves. ندعو دعاء الجزائر نتاعنا يا رب يحفظ الجزائر الحبيبه امين يا رب يحفظ الارض الجزائر امين يحفظ شعب الجزائر امين يحفظ جنود الجزائر امين يحفظ يا رب خيرات الجزائر امين يا رب ارزقنا حاكم صالح امين احنا ما نحبوش المفسدين امين ما نحبوش السراقين امين ما نحبوش الخونه امين الخونه المفسدين يرحلوا كاع امين يرحلوا كاع ما نقبلوهم امين امين الحمد لله في العالمين. Si vous voulez que je dise 1, 2, 3, viva l'Algérie, bah en fait vous allez être très déçus. Tu inspires et puis en expirant tu dis bah, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Le monde arabe et le monde musulman doivent comprendre. Et je sais que c'est à l'opposé culturel, mais ça tombe bien, je travaille pour le Mossad, donc tout va bien, je vais pouvoir vous dire ça. Qu'il faut surtout pas être antisioniste. Il faut surtout pas être antisioniste. Alors évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps, j'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines, et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Il faut surtout pas être antisioniste. Et je vous recommande expressément de faire fissa fissa. Selon un rapport de l'ONU présenté hier à New York, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais bien que vous persistez à nier cette atroce réalité, parlant même la semaine dernière de faute morale en réponse à mon collègue David Guiraud, qui utilisait pourtant ce terme à bon escient. Mais puisque vous refusez semaine après semaine de nous entendre, je vais citer mot pour mot le communiqué de l'institution onusienne. Par son siège de Gaza, l'obstruction de l'aide humanitaire, le meurtre de civils et de travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement la mort, la famine et des blessures graves en utilisant la privation de nourriture comme une arme. Oui, à Gaza, Israël commet un génocide. Honte et déshonneur à tous ceux qui, dans cet hémicycle et au-delà, s'en rendent complices en pensant pouvoir étouffer cette vérité. Honte et déshonneur à ceux qui laissent le gouvernement israélien piétiner le droit international, les droits humains et les institutions qui les défendent. Heureusement, vous n'êtes plus qu'un petit club étriqué, auto-convaincu de votre propre désinformation. En témoigne la piteuse tribune officielle face à un stade de France presque vide pour le match de la honte jeudi dernier. Oui, si la Russie est légitimement exclue des compétitions sportives internationales, alors Israël doit l'être aussi. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Where 70% of the death toll is being paid
by children and women. 70% of the casualties are children or women. In Lebanon, 100,000 houses destroyed. In Gaza, 2 million people from one side to the other of the strip. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. This is something that you cannot explain the suffering of the people. À l'instant, l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Aïe. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre italien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? En fait, Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Est-il proche des frères musulmans? Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Nous vivons dans un labyrinthe d'informations, où ce qui est réellement important pour vous est souvent difficile à trouver. Un Français sur 10 n'ose plus sortir de chez lui car il a peur, peur de se faire agresser, peur d'être victime de violences. La télévision informe sur ce qui compte vraiment. Elle vérifie ses sources et multiplie les points de vue. Christine Kelly, c'est le Club Med pour vous, les prisons? Bien sûr. La télévision nous rassemble. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. Les soirées. En provoquant des discussions entre les générations, avec la confiance des téléspectateurs. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. Donc on a retenu ce qu'a dit le médecin aussi, c'est on met les couches serrées, et on se couvre et on couvre les extrémités. La télévision soutient la démocratie. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Et notre invité, c'est Jordan Bardella. Applaudissements pour lui. Il est avec nous ce soir. Raciste! Machine raciste! Écoutez, moi, il y a deux chiffres qui me taraudent l'esprit, et M. Ben Saada, je vais demander son aide sur ces deux chiffres. 99,99% des Français, il y a 4 jours, ne connaissaient pas, n'ont jamais entendu parler de Boualem Sansal. Avant que les médias d'extrême droite en font une sorte de martyr, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le 23 novembre, il est 21h50, maître, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais jusqu'à présent, il est en garde à vue, rien de plus qu'en garde à vue. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc ils font un martyr, une personne qui est simplement en garde à vue. Ils ont parlé de disparition. Exactement, alors qu'ils ont parlé de disparition, alors que la personne est dans des locaux de la police. Le deuxième chiffre, donc 99,99% des Français ne savaient pas qui était Boualem Sansal il y a 4 jours. Et le deuxième chiffre, c'est aussi 99,99% des soutiens de Boualem Sansal sont des islamophobes notoires. Je les cite, quelques-uns sur les 48 dernières heures. Éric Zemmour, Céline Pina, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Caroline Fourest, l'imam Chalgoumi, bon,
imam juste par le titre. Guillaume Bigot, Xavier Driancourt, François-Xavier Bellamy, Edouard Philippe, Raphaël Enthoven, etc. Donc, ces deux chiffres de 99,9% des Français qui ne connaissaient pas qui était Boualem Sansal et que 99,99% des Français, des personnes qui soutiennent Boualem Sansal sont issus de l'islamophobie notoire qui tourne en France, excusez-moi, c'est QFD. Il faut savoir se poser des questions. Ces mêmes personnes-là qui, le 21 novembre, parce que le contre-feu médiatique est là, le 21 novembre, lors de la mise en, enfin de la déclaration du mandat d'arrêt qui a été rendu pour Benyamin Netanyahou, ont levé une sorte de tollé politique pour dire que c'est inacceptable, que c'était un Premier ministre élu, que c'était pas normal. Donc, les mêmes personnes qui défendent Boualem Sansal sont les mêmes personnes qui crient au scandale pour ne pas arrêter un génocidaire qui est recherché par la Cour pénale internationale par rapport à une personne que 99,99% des Français ne connaissaient pas il y a encore 4 jours. Posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. C'est un contre-feu médiatique, c'est un contre-feu médiatique orchestré pour mettre de côté le véritable problème de cette semaine, qui est l'accusation et le mandat d'arrêt qui est lancé contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. C'est une diversion. Tout simplement. C'est une diversion médiatique, rien de plus. Cette personne, c'est un écrivain, il n'était connu de personne il y a encore 4 jours. Voilà. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien? Tranquillou bilou. De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien? Tranquillou bilou. Et quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions? Tranquillou bilou. Hein? Et quand Israël colonise la Palestine? Tranquillou bilou. C'est 2 poids 2 mesures. Cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et c'est là justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Tranquillou bilou. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.